Pas d'accord, vous me le dites. On peut toujours, comme on dit, faire un doux mélange et finalement employer les deux langues. Donc, tout d'abord, je voudrais vous dire que le sujet annoncé sera un tout petit peu modifié. Parce que d'abord, je veux commencer par vous présenter les résultats de l'étape fédérale de l'Olympiade. Et après, parler du concours qui était le moins réussi pendant cette étape. Donc, de vous parler de ce concours et un tout petit peu de voir comment on pourrait améliorer les résultats. Enfin, mon impression, pourquoi on ne réussit pas. Et après, vous allez me poser des questions et on essaiera d'analyser ensemble. Voilà. Donc, on commence par les résultats. Qu'est-ce que je fais? Простите, Катя, я куда, как я вот сюда нажимаю? Извините меня, пожалуйста, sud. Non, d'accord. Bon, excusez-moi, un moment technique. Donc, voilà, disons, les concours et les résultats de chaque concours. On commence par le test de grammaire et de lexique. Et vous voyez, c'était sur 30. Vous avez là, sur l'axe X, vous avez les points, d'accord? Et là, vous avez le pourcentage. Et vous voyez que quant à ce test, la note la plus fréquente, disons le nombre de points que la majorité, ou enfin le plus grand nombre des candidats ont eu, c'est 20 sur 30. Maintenant, le concours qui s'appelle la compréhension des écrits, ben là, vous voyez que c'est un des concours qui est très bien réussi et il me semble que ça montre que la préparation à ce concours se fait bien, c'est-à-dire que vous avez compris quelle stratégie il faut mettre en place pour lire un texte, pour répondre au questionnaire, et on peut se féliciter, vous et nous, ensemble, que les résultats sont tellement impressionnants. Immédiatement, je voudrais vous dire, pour ne pas oublier, que pour l'année 2016, je pense quand même d'introduire une difficulté supplémentaire dans ce concours-là, parce que jusqu'aujourd'hui, on a travaillé toujours sur les textes continus. Et vous savez qu'il y a un autre format très répandu et très exploité maintenant. Ce sont des textes non continus ce sont des tableaux, des graphiques, des diagrammes, etc., etc. Et il me semble qu'on est déjà prêt. Les résultats le montrent. On lit très bien et on analyse très bien les textes continus. Il faut donc introduire dans notre Olympiade, dans notre concours, des textes non continus aussi. Voilà, ça sera une nouveauté et on essaiera, comment dire, bon,
de diversifier les textes qu'on lit et qu'on analyse. Voilà le concours le moins réussi, c'est le concours compréhension de l'oral. Vous voyez que les résultats, c'est toujours sur 30, et vous voyez que c'est le 18 points, il me semble, le résultat le plus fréquent. Voilà. Et c'est pour cette raison, justement, parce que c'est un concours qui se présente comme le plus difficile, c'est pour cette raison que je voudrais discuter avec vous des matériaux qui sont exploités pour ce concours. L'écrit, la production écrite, bon, c'est moyen comme résultat. Vous avez combien de points? 21 points sur 30. Bon, c'est un résultat suffisamment bon, si vous voulez, mais c'est moins bien que la compréhension des écrits. Et enfin, le dernier concours, c'est l'oral, la production orale, et vous voyez que c'est très réussi. Nos candidats parlent bien, analysent bien les supports, et je dois vous dire qu'ils ont travaillé cette année avec les photos. Nous avons décidé dans notre commission de leur présenter et de les faire travailler d'après les photos parce que ça se marie bien avec ce qu'ils vont avoir pour le yégué. Et vous voyez qu'ils se débrouillent très très bien. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter trop. Bon, il est vrai que les candidats de l'étape fédérale sont quand même très avancés, mais déjà la maîtrise est là. Et maintenant, pour terminer, je vous montre donc tous les concours pour que vous puissiez voir le meilleur. C'est compréhension des écrits, puis après vient la production orale, puis vous avez, je vois pas, oui, après vient, bon, je vois pas, là c'est le moins bien, les résultats les moins bons, c'est la compréhension de l'oral, et puis le test de grammaire et de lexique. Voilà. Ah oui, ça c'est la production écrite. Donc voilà le palmarès, si vous voulez. Bon. Donc, je vous propose maintenant de passer à la discussion concernant les stratégies qu'il s'agit de mettre en place pour peut-être préparer mieux vos élèves au concours qui est compréhension de l'oral. Je ferme ça et j'ouvre. Stop, et j'ai tout perdu. Pourquoi j'ai fermé? J'ai mal fait, oui. Tenez, asseyez-vous. Merci. Donc, tout simplement, j'appelle un autre. Да, я другой просто.
Voilà. Donc, on passe à la compréhension orale. Et là, je dirais, le problème qu'on voit et qui découle, parce que j'ai parlé avec les candidats et on a discuté les résultats avec les candidats, et finalement, la conclusion que j'en tire, c'est qu'ils ne savent pas travailler et exploiter bien le questionnaire. Donc, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Que tout questionnaire qui vise à évaluer la capacité à comprendre n'importe quel texte, oral ou écrit, il, normalement, puisque c'est la capacité, puisque c'est la compétence, donc ce questionnaire fournit à l'apprenant des pistes pour organiser son travail. Et il faut savoir exploiter le questionnaire avant l'écoute. Donc, le questionnaire a une fonction d'orientation. Les items ou les questions, vous pouvez, les consignes, on les appelle différemment, permettent à l'apprenant de créer un système d'anticipation et d'attente pour réaliser une écoute après. Parce que vous savez très bien qu'on comprend ce qu'on sait. On ne peut pas comprendre ce qui est ignoré complètement. Donc, c'est-à-dire, la compréhension veut dire que dans la tête de celui qui écoute ou qui lit, il y a un système, n'est-ce pas, capable de comprendre. Et finalement, Хорошо. Bon, vous nous excusez, c'est un problème de communication. Bon, donc on va plus loin. Juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, comme on dit, vous le savez très bien, juste je reprends quelques termes, c'est les stratégies de lecture, on va distinguer 3 stratégies essentielles. C'est la lecture intégrale, c'est-à-dire le lecteur lit chaque mot. C'est la lecture sélective qui se présente où on ne lit pas chaque mot. La compréhension ne demande pas la lecture et la compréhension de chaque mot. Donc, la lecture sélective comprend 2 techniques essentielles. C'est d'abord la technique d'écrémage, les Anglais disent skimming, c'est-à-dire je cherche ou le lecteur cherche ce qu'il ne sait pas encore ce qu'il cherche. Il cherche à s'informer. Et la technique de repérage ou scanning, c'est-à-dire je connais ce que je cherche. Je cherche, mais je connais le sujet. Voilà. Juste un tout petit peu. Et donc, le traitement, je dirais, oui, je lirai ce qui est écrit là, plus le traitement du questionnaire est efficace, et plus efficaces sont les stratégies de traitement du texte qui va être entendu. Et en faisant ce travail, et c'est ça à quoi je veux attirer votre attention,
on ne reste pas passif. On travaille avec le questionnaire. On souligne, on surligne, on entoure, on fait des flèches, des icônes, on numérote, c'est-à-dire on fait tout le travail qui reste dans votre questionnaire et qui vous permet après de travailler efficacement et d'écouter efficacement. Donc, le scénario d'écoute qu'on propose, c'est 2 minutes pour lire le questionnaire. Vous voyez qu'on donne un temps pour la lecture et l'analyse du questionnaire. Bon, pour vous dire, la majorité des candidats me disent « Mais pourquoi ces 2 minutes? Pourquoi faire ?» En fait, nous allons voir ce qu'on peut faire pendant ces 2 minutes. Je voudrais vous montrer ce qu'on arrive à faire en 2 minutes. Puis, il y a la première écoute, 5 minutes pour un travail avec le questionnaire, puis seconde écoute et 10 minutes pour l'étape finale, c'est-à-dire on termine le travail et on remet les résultats dans une feuille de réponse. Vous savez que l'Olympiade, de ce point de vue-là, est tout à fait pareil que, enfin, on fait absolument la même démarche que pendant le Yégué. Donc, voilà les 2 minutes et comment les remplir, comment les employer. Donc, c'est la lecture écrémage, parce que je ne sais pas sur quoi va porter le texte que je vais écouter. Et là, je dois dégager les informations essentielles. C'est ça qui me permettra de commencer à comprendre dès la première écoute. Je ne perdrai pas ma première écoute. Il me semble qu'il faut commencer pas par lire les consignes, c'est-à-dire par lire les exercices. Et normalement, ces consignes reformulent le contenu du texte. Vous allez le voir. Bon, je pourrais vous montrer la feuille après. Pour le moment, vous me suivez, sinon on se perdra, malheureusement. Donc voilà le début de la feuille de travail. Déjà, vous voyez le vocabulaire, c'est-à-dire les mots-clés, n'est-ce pas? Le concepteur du test donne les mots-clés, les annonce, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois comprendre? Eh bien, il s'agit des zones littorales. Qu'est-ce que je sais? On sait quand même, les enfants, les jeunes 10e, 11e année doivent comprendre, doivent avoir une information peut-être pas très poussée, très détaillée, mais chacun sait ce que c'est le littoral, chacun sait qu'on aime y être, qu'on aime y aller, que c'est très sympa, etc., etc. Oui. Puis vient le premier exercice et lisez la consigne et déjà vous comprenez très bien qu'on parle, enfin dans la consigne, vous voyez que dans l'émission, on va parler de 3 catastrophes naturelles. D'accord? Quelles sont les informations que vous en retirez, que l'élève doit en retirer? Tout d'abord, le sujet, les catastrophes naturelles, plus le littoral. Donc, normalement, on comprend que le littoral et les catastrophes naturelles, s'il y en a,
c'est vraiment beaucoup plus important que partout ailleurs. Et déjà, on comprend qu'il s'agit de quel document s'agit-il? Il s'agit de l'émission radio. Deuxième exercice, on lit attentivement la consigne et qu'est-ce qu'on peut en retirer? Eh bien, tout d'abord, que le problème c'est la responsabilité de la société humaine, n'est-ce pas, quant à l'ampleur des catastrophes naturelles, si les hommes sont responsables ou non. Enfin, ça se recoupe avec la discussion qui porte sur le réchauffement climatique. Si l'homme est responsable ou non, vous savez qu'on discute ce problème. Et donc, vos élèves qui doivent être formés quant au problème de l'écologie, du développement durable, bon, ils doivent immédiatement comprendre la problématique. Et puis, selon les participants, donc, encore une petite remarque que vous faites sur la nature de l'émission. C'est soit une interview, soit un entretien. Troisième exercice. Qu'est-ce qu'on peut dégager de cette consigne? C'est d'abord un nom, un invité qui analyse l'adjectif naturel dans le terme catastrophe naturelle. Et là, naturellement, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout d'abord, on connaît déjà un participant, mais on comprend que là, la réponse exige qu'on écoute attentivement le document. On peut pas le dire, on peut faire des hypothèses déjà, mais quand même, il faut l'écouter. Et enfin, 15, bon, je laisse passer 14, parce que ce sont des énoncés qui font partie de l'exercice vrai, faux, non mentionné. Il n'y a pas de consigne qu'on peut analyser. Donc, dans l'exercice 15, qu'est-ce qu'on peut prendre comme information utile pour l'écoute? C'est d'abord la protection des littoraux, n'est-ce pas? C'est les catastrophes naturelles, c'est l'ampleur des dégâts humains et matériels. Donc, tout ce qui est en rouge reconfirme qu'on a très bien compris la problématique du texte qu'on va écouter. Et il s'agit de définir, c'est une difficulté qui se pose, donc quelles sont les deux contraintes qui finalement augmentent les dégâts, qui amplifient les dégâts. Voilà. Après cette courte analyse, qu'est-ce qu'on peut se dire? Eh bien, il s'agit de la protection des littoraux contre les catastrophes naturelles qui causent des dégâts humains et matériels importants et de la responsabilité de l'homme dans cette situation. Est-ce que l'homme en est responsable ou non? Bon. 2 minutes suffit pleinement. Je dirais que si l'élève comprend ça et maîtrise bien cette stratégie de lecture-écrémage, et s'il est attentif, et s'il n'écrit pas
parce que écrire, ça demande beaucoup plus de temps, mais s'il souligne ou note ou entoure dans la feuille de travail, dans son brouillon, il réussit parfaitement. Bien, maintenant je voudrais vous, avant la première écoute, je veux vous montrer, ah oui, bon, on peut, mais ça, je dirais, on ferait après, excusez-moi, je vais vous présenter là, et vous pouvez le garder, attendez, voilà, c'est la feuille de brouillon, vous pouvez l'augmenter, un niveau peut-être bon, vous pouvez augmenter, c'est la feuille avec laquelle travaillent les élèves. Et on peut donc, vous pouvez le voir. Je vous laisse juste une minute pour balayer, pour faire une lecture balayage. Et après, on va écouter le texte. Et on va continuer finalement notre travail. Bon, ça y est, on y va. А он их оставит, этот листочек, или убежит? Ага, ну да. Voilà, on va écouter le texte. J'espère que vous ne l'avez pas perdu. J'espère qu'il reste sur votre... Mais ça ne marche pas. Не идет у меня запись. Катя, посмотрите. Merci. Écoutez l'enregistrement. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement. Cynthia, Katrina, Fukushima, toutes ces catastrophes que l'on dit naturelles le sont-elles vraiment? Oui, les tempêtes, les ouragans et les séismes sont d'origine naturelle, mais qui est responsable de la dimension catastrophique de leurs conséquences? Et si c'était nous, les humains, parce que nous construisons où il ne faut pas, parce que nous avons la certitude que nous sommes invincibles, armés de notre technologie? Mais les faits nous donnent tort et les changements climatiques commencent à nous remettre à notre place. C'est à nous de nous adapter à notre environnement et pas l'inverse. À nous de choisir si nous sommes prêts à revoir notre manière d'occuper l'espace ou si nous préférons continuer à nous voiler la face en endossant le statut de victime de catastrophes naturelles qui pourtant ne le sont pas tant que ça, comme nous l'explique Alexandre Magnan, spécialiste des questions de vulnérabilité et d'adaptation au changement climatique à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Oui, ce sont des catastrophes naturelles, c'est-à-dire que l'homme ne génère pas directement, et en même temps ce sont des catastrophes parce qu'elles affectent des sociétés, et qu'à partir de là, il y a effectivement des dégâts en termes de vies humaines, de dégâts matériels, etc. Donc les deux termes sont importants pour deux raisons. D'une part, conserver cet adjectif de naturel, c'est important parce que ça permet de distinguer ce type de catastrophe d'autres types de catastrophes, type industrielles par exemple. Et puis, c'est un rappel quand même de la position de l'homme face à la nature. Et alors, ce qui est intéressant dans votre démonstration, c'est que quel que soit l'endroit dans le monde, c'est-à-dire qu'il s'agisse du Bangladesh, des États-Unis, de la France ou même des îles du Pacifique, il y a des fondements communs de vulnérabilité aux risques naturels. Oui, c'est vrai que d'un cas à l'autre, on a des histoires qui sont différentes dans les détails, mais qui se ressemblent beaucoup finalement dans les grandes lignes et qui nous apprennent effectivement à discuter le risque aujourd'hui.
C'est par exemple l'occupation de plus en plus importante, parce qu'il y a une pression démographique, de zones qui sont naturellement à risque. On va prendre un exemple que vous étudiez dans votre livre, c'est l'ouragan Katrina qui a eu lieu en 2005 et qui a été mortel, hein, les dégâts ont été très importants. Alors vous rappelez dans votre livre que finalement on a commencé à construire dans cette zone dès la fin du XVIIIe siècle, alors que finalement c'est une zone qui n'aurait jamais dû être construite. Tout à fait. Elle avait simplement l'avantage à cette époque-là d'être à la confluence de 3 grandes voies navigables, ce qui facilitait évidemment les échanges commerciaux. Mais effectivement, ces 3 grandes voies navigables, ça veut dire des zones humides. Et les zones humides, ce sont des zones très basses. Et effectivement, la ville a colonisé cet espace. En 3 siècles d'histoire, elle s'est agrandie considérablement. Et du coup, on a énormément de constructions qui sont dans des zones qui sont naturellement à risque. Katrina arrive, et là, effectivement, on a des dégâts en masse, finalement. Alors la question évidemment c'est quelles leçons on tire de tout ça aux États-Unis? Est-ce que pour autant on a arrêté de reconstruire dans cette zone? Non, on n'a pas arrêté de reconstruire dans cette zone, comme on n'a pas arrêté de reconstruire dans les zones affectées par la tempête Xynthia en février 2010 en France. Alors combien faudra-t-il d'événements pour que les sociétés tirent des leçons? Malheureusement, il risque d'en falloir un certain nombre. C'est un manque d'humilité humain finalement, on refuse d'introduire la contrainte environnementale dans nos modèles de développement. Oui, je crois que c'est un effet pervers du processus de développement. Son gros défaut, c'est de ne plus accepter que la nature peut imposer des contraintes. C'est ce qui s'est passé au Japon. Un tsunami d'une intensité qu'on n'avait pas envisagée, et à partir de là, il y a toute une chaîne d'impact qui s'est dégagée, qui a été générée. La conséquence la plus connue, c'est évidemment l'accident nucléaire. Mais oui, de toute façon, c'est d'accepter de réintroduire la contrainte environnementale dans notre manière de penser nos modes de développement. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà le texte. Je vous redonne la feuille. J'espère que vous avez pu la conserver. Ça, je ne sais pas. Voilà l'idée. Si vous pensez qu'il faut réécouter, on réécoutera. Pour le moment, je reprends seulement ça. Bon, alors c'est ça qui est. Voilà, attendez, on s'est arrêté sur justement l'exercice qui porte sur le classement des énoncés, des reformulations en vrai, faux et non mentionné. D'accord? Donc voilà les énoncés, les phrases. Et qu'est-ce qu'on peut dégager de ces phrases, les mots-clés, les participants, etc. Donc vous faites connaissance avec l'animatrice. Il y a toujours le problème de responsabilité. Vous avez une phrase où on parle de la densité la présentation en nombre de personnes dans les zones littorales. Vous avez Alexandre Magnan qui parle de justement différentes approches de catastrophes naturelles, puis toujours la responsabilité, les conséquences, l'urbanisation trop dense, c'est-à-dire vous retrouvez dans ces reformulations finalement toutes les idées que nous avons dégagées. Et finalement, on confirme ce qui, n'est-ce pas, toutes les hypothèses que nous avons faites se retrouvent confirmées. Nous avons très bien dégagé la problématique.
Voilà, la première écoute, elle a eu lieu, bon, tout simplement en balayage. On montre où, dès le début, vous entendez, vous pouvez percevoir et vous pouvez déjà choisir dans la liste ce qui est mentionné. Hein, c'est juste le début du texte. Vous n'avez pas de temps à perdre. Vous les cochez ou vous les entourez. Puis, pour Katrina, ça, il faut écouter. C'est pas tellement simple. Et il faut, pour Katrina, vous avez l'année et vous avez où ça se passe. Puis pour Cynthia, vous avez aussi l'année et le pays où ça arrive. Et pour le tsunami de la côte pacifique, vous avez entendu qu'il s'agit du Japon et finalement l'année n'est pas mentionnée. Quand nous avons corrigé et quand nous avons vu les réponses des candidats, il y avait des candidats qui ont donné la date correcte, qui ont noté 2011. Et finalement, il y en avait d'autres qui disaient non mentionné. Enfin, les deux réponses étaient acceptées comme correctes parce que là, la connaissance de fond ne dérange personne, il me semble que, et le jury a décidé que c'est tout à fait une bonne réponse. Il fallait donc remplir, vous avez vu sur la feuille, sur le brouillon, il fallait remplir ce tableau et voilà comment on peut remplir ce tableau. Deuxième exercice, voilà les items, les distracteurs plutôt, excusez-moi, à choisir, à traiter. Et là aussi, vous avez toutes les réponses finalement dans l'introduction que fait l'animatrice. Elle parle finalement qu'on construit au mépris des dangers, etc., etc. Vous avez entendu mieux que moi, peut-être. Et voilà les extraits du texte pour confirmer. D'accord? Pour D, vous voyez bien qu'elle le dit presque, n'est-ce pas? Dans le distracteur figure le mot invincible et technologie. Le G, où bon, la reformulation s'éloigne du texte, mais où la compréhension quand même est claire. Troisième exercice, voilà, notre hypothèse était, on écoute monsieur Magnan pour répondre, eh bien on l'écoute et on comprend qu'il dit ça. C'est B et E, donc c'est un extrait complètement consacré à cette définition, à cet adjectif, et voilà ça, parce que ça se distingue d'autres types de catastrophes. Voilà. Et on passe à ça, à l'analyse des reformulations. L'animatrice remet en question la responsabilité des humains et elle souligne l'origine naturelle. Donc, déjà, si vous avez compris la consigne de l'exercice 2, votre hypothèse, c'est faux. N'est-ce pas? L'animatrice ne peut pas animer une émission où elle contredit
l'invité. Voilà les citations du texte que vous voyez. Donc, c'est formulé sous forme de questionnement, mais c'est quand même, ce n'est pas une remise en question, c'est plutôt l'affirmation et donc la réponse est c'est faux. Notre hypothèse se confirme quand on écoute. Mais déjà, sans écouter, si on fait une analyse attentive du questionnaire, on arrive à formuler, à répondre à cette question. Deuxième, reformulation 5, plus de la moitié de la population mondiale vit à moins de 2050 km de la mer ou de l'océan. Bon, là, on doit dire c'est vrai. C'est-à-dire, c'est absolument évident. Il ne faut pas écouter quoi que ce soit pour répondre à cette question. Et donc là, c'est quelque chose de délicat. Et souvent, les candidats et en général les étudiants et les élèves posent la question, comment différencier vrai de non mentionné et comment différencier le faux du non mentionné. Bon, là, je dirais que normalement, dans le non mentionné, on met pour les reformulations qui vont être interprétées comme non mentionnées, on met une information évidente, c'est-à-dire quelque chose que chacun de nous sait. Et justement, il s'agit de voir si on parle dans le texte, si on s'arrête sur cette vérité connue de tout le monde, si dans le document, on en parle. C'est tout. Et donc là, l'hypothèse de réponse, soit c'est vrai, et on en parle, alors il faut trouver une confirmation dans le texte, si je réponds vrai. Donc je dois écouter attentivement pour savoir si on en parle. Ou alors, s'il n'y a pas de précision, alors c'est du non mentionné. 6, reformulation 6. Donc, pour ne pas être victime, selon Magnan, il faut revoir notre manière d'occuper l'espace où nous habitons. Déjà, si on fait une confrontation avec l'exercice 2 et 4, on peut dire c'est vrai, parce que ce qui est formulé dans les consignes dit que les humains sont en grande partie responsables. Donc, naturellement, si c'est comme ça, il faut revoir notre façon de vivre et notre façon d'occuper ces espaces. Donc, l'hypothèse de réponse, je répète, même sans écoute, est vraie. Et nous voyons que c'est vrai. Parce que, justement, les deux, ils confirment qu'il s'agit de revoir notre attitude envers la nature en général et envers ce qui se passe dans les zones littorales en particulier, parce que ce sont des zones sensibles, fragiles, et là, il faut encore plus faire attention. On continue. Voilà pour les ressemblances. Là, c'est vraiment un point qu'il faut écouter. Mais dans le questionnaire, naturellement, il y a des choses, comment dire, on demande de travailler avec des informations générales, mais aussi avec des informations plus particulières, plus spécifiques. Et là, c'est une reformulation qui demande d'écouter attentivement un certain passage qui nous dit que finalement, avec les différences, on peut parler
de ressemblance aussi. Et donc, c'est une reformulation délicate, peut-être difficile pour distinguer à l'oreille, mais finalement, la difficulté des questions est aussi, normalement, doit être différente. Là, on affirme que, malgré les spécificités, on peut quand même classer et on peut établir des ressemblances. Donc, c'est faux. Reformulation 8. Là, on constate qu'avec des changements climatiques, le niveau de la mer monte. Là aussi, une information que tout le monde connaît. Ça court, c'est connu par tout le monde. C'est une évidence. Et dès que vous avez une évidence, eh bien, il y a soit vrai, soit non mentionné, et il faut écouter si on en parle. Et on n'en parle pas. Donc, c'est du non mentionné. Reformulation 9. Les conséquences, c'est une fatalité et les humains ne portent aucune responsabilité. Finalement, tout est clair. Il faut répondre non. C'est-à-dire, l'hypothèse de réponse, c'est faux. Et voilà, vous avez entendu la confirmation, finalement, de ce que les participants pensent que, quand même, les hommes portent une responsabilité. 12. Vous avez... Pardon, pourquoi je suis là? Excusez-moi. 10. Ah oui. L'urbanisation trop dense, oui. Et là, vous pouvez, oui, vous pouvez déjà comparer avec 5. Et finalement, la reformulation 5 vous donne une idée de ce qui se répète. Et bien, l'hypothèse de la réponse de la reformulation 10 est naturellement que c'est vrai. Voilà. Les extraits du texte qui le confirment. 11. Les digues et les barrages qui protègent les littoraux. Là, naturellement, encore une fois, on demande une information très concrète et ça demande une écoute plus attentive. Et c'est peut-être la deuxième écoute qui va être employée pour trouver les réponses à ces petites questions qui demandent une écoute plus attentive du texte. Là, les humains savent prédire les catastrophes naturelles et s'y préparer. Donc, vous voyez que là, tout le monde sait que non, qu'on ne sait pas le faire et que c'est une évidence. Donc, c'est non ou c'est du non mentionné. Et puis, voilà, quand même, on en parle. Et on peut dire que c'est non, notre hypothèse s'est confirmée. Et puis, pour terminer, 13. Là, c'est la reprise, c'est facile, c'est presque automatique, c'est vrai. Et il y a une confirmation, seulement reformulée autrement. Encore une fois, on voit comment ils savent comprendre la même idée reformulée différemment. Et pour 14, vous avez
c'est soit vrai, soit non mentionné. Tout le monde sait qu'on reconstruit, on n'abandonne jamais, on ne fait rien, on essaie de reconstruire et de recommencer. Et donc, oui, c'est confirmé, c'est vrai. On regrette beaucoup, mais les humains ne tirent pas beaucoup de conclusions de ce qui leur arrive. Ils continuent. Voilà. Maintenant, pour le 15, l'exercice 15 s'est trouvé le plus compliqué pour nos candidats. Finalement, il y avait peut-être 2 ou 3 candidats sur 200 qui ont su remplir le tableau qui figure, qui résume finalement ce qu'ils ont compris et écouté. Et là, il me semble que ça montre à quel point ils ne maîtrisent pas, ils n'arrivent pas à maîtriser toute l'information que nous avons, en tout cas avec vous, dégagée et qui n'est pas dans le texte, qui est dans le questionnaire. C'est ça qui est le plus, pour moi, étonnant, parce qu'il montre le concours de la compréhension écrite prouve qu'ils savent travailler avec les questionnaires qui portent sur l'écrit. Je ne comprends pas en quoi le travail du questionnaire qui porte sur l'oral les dérange. C'est absolument les mêmes stratégies. Je voudrais vous montrer donc les éléments, puis le tableau, et puis on reprend un tout petit peu les informations utiles que nous avons eues. Eh bien, voilà disons, le tableau rempli. Et maintenant, essayons de voir, excusez-moi, oui, voilà, pour la première colonne que je sépare, je sors cette colonne du tableau pour que vous puissiez lire. Eh bien, regardez ce que nous avons eu avec vous en répondant aux questions. Nous avons dit que les sociétés humaines sont responsables de l'ampleur des dégâts et nous avons dit que c'est vrai. Nous avons dit que l'urbanisation trop dense qu'on observe est une des causes qui augmente l'ampleur des dégâts. Nous avons dit que c'est vrai, c'est notre hypothèse, sans écoute. Puis, nous avons dit que malgré tous les dégâts, on continue à construire des habitations dans les zones à risque. Et nous avons répondu avec vous qu'on se croit invincible, protégé de nouvelles technologies. Ça, c'est pour la première case. Et pour la deuxième case, nous avons la protection des littoraux. Contre quoi? Nous avons dit contre les catastrophes naturelles, qui sont, tout le monde le dit, d'origine naturelle. Donc, quelles sont ces deux forces? Naturellement, c'est la pression démographique ou l'économique et les risques naturels. C'est justement ces deux forces qui agissent ensemble, n'est-ce pas? Et quand elles agissent ensemble, les dégâts s'amplifient. Donc, on va plus loin. Donc, c'est pas l'écoute qui bloque. C'est parce que l'écoute a été, c'est l'analyse du questionnaire qui bloque. Deuxième colonne, comment elle se réalise, c'est-à-dire quelle est la réalisation de cette force? Eh bien, on a l'urbanisation trop dense, on construit des digues et des barrages. Oui, on a dit que c'est du non mentionné, mais j'ai fait
un effort de donner du vocabulaire à nos élèves. Mais nos élèves, nos candidats ne voient pas le vocabulaire. Et ça, ça montre aussi à quel point ils n'utilisent pas ce qui est à leur disposition. Et puis, pour le deuxième point, pour la deuxième ligne, vous avez naturellement tempête, ouragan, séisme, etc., qui figurent aussi dans le questionnaire. Et bien, enfin, troisième colonne, acteurs qui en sont responsables. Là, c'est clair que c'est la société, les humains, l'homme, tout ce que vous voulez, et la nature. Voilà. Donc, en tant que... si on fait le point, je dirais que il me semble que le texte est suffisamment facile, justement parce que il s'appuie, la compréhension de ce texte, si elle est guidée et si celui qui écoute a attentivement analysé le questionnaire, a attentivement lu et compris tout ce qui est fourni par ce questionnaire, ne peut pas poser de problème. Donc il me semble qu'il faut travailler dans cette direction, qu'il faut expliquer aux élèves comment exploiter de façon très efficace, au maximum efficace, le questionnaire. Voilà, je m'arrête là et je voudrais vos questions. Peut-être vous avez des questions, je peux peut-être vous répondre à vos questions. Если кто-то будет отвечать. Так, и... Ну да, конечно. Как-то нет вопросов, да? Тогда мне казалось, что я сюда это... Тогда у меня есть объявление. Ну, я не знаю, может быть... Вопросов ни у кого не возникло. Жаль. Ну, хорошо. Тогда я хочу... Тогда мы продолжаем. Остановиться. Так, ну, сейчас мы тогда с людьми проконсультируемся, может быть, будут какие-то все-таки вопросы. А я тогда делаю объявление. Вот у меня тут есть по поводу... Так, а куда же я дела? Вот это я не поняла. Куда-то я его уже записала. Угу. Дорогие коллеги, я не вижу вопросов, значит, никакой реакции вашей, поэтому хочу сделать объявление.
Я знаю, что собравшиеся здесь занимаются подготовкой детей не только к заключительному, но еще и к школьному, и к муниципальному этапу Всероссийской Олимпиады. И хочу вас проинформировать о том, что вышло пособие, такой довольно сложный наш проект, в котором вы можете его увеличить. Обложка у вас на экране. Это тесты, подготовленные для школьного этапа и для муниципального этапа Всероссийской Олимпиады. Причем этот издательский проект сложный, часть издана на бумаге, то есть это сами тесты, сами задания, плюс листы ответов, потому что очень много проблем возникает, как это ни странно, особенно в ППХ, с заполнением листов ответов. Поэтому мы решили листы ответов дать на бумаге, чтобы дети могли заполнять. Но кроме того, на сайте издательства вы найдете требования к проведению школьного этапа и требования к проведению муниципального этапа с различными комментариями, которые могут быть для вас полезны. Значит, по поводу этой книги и, в принципе, подготовки к школьному и муниципальному этапам, мы решили провести семинар, который Центр педагогического мастерства очень поддерживает. Соответственно, будут выданы какие-то сертификаты, обо всем будет, так сказать, решение принято. В принципе, Центр педагогического мастерства будет присутствовать на этом семинаре. И семинар назначен на 15 мая в 16 часов. К сожалению, я не могу найти у себя в документах объявление о номере школы. Я обращаюсь к Виктории Вячеславовне, может быть, она мне напишет, какой номер школы. Я вдруг ее запамятовала. Вот. Так что всех мы приглашаем. Будет рассылка Центра педагогического мастерства и будет рассылка от Виктории Вячеславовны Николаевой. Приезжайте, обсудим. И, кстати, обсудим вопрос, что нужно, что бы вы хотели видеть на сайте Центра педагогического мастерства в плане лекционного материала по подготовке. Вы хотите видеть лекцию, вы хотите видеть материалы, вы хотите видеть приблизительно такой же разбор, как я делала сегодня, со стратегиями, как работать шаг 1, шаг 2, шаг 3, шаг 4. Потому что, в принципе, это тоже можно сделать. Вот здесь было бы очень всем полезно прийти к какому-то общему мнению и создать такой материал, который вам был бы максимально полезен. Вот я, пожалуй, завершаюсь. Виктории Вячеславовны, наверное, нет, потому что она не пишет номер школы. Да, очевидно, у нее нет такой возможности. Но я повторяю, будет рассылка, не волнуйтесь, вот, все будет, информация будет до вас доведена со всеми
подробностями. Ну, дату вы уже можете запомнить. Это 15 мая в 16 часов. Все. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что